11h47 du matin, le 14 septembre 1943, les mains d'un officier du renseignement de la Luftwaffe tremblaient alors qu'il tapait la classification sur un nouveau manuel de combat. Geheim. Top secret. À l'intérieur, enfoui à la page 47, une simple phrase allait hanter les pilotes allemands pour le reste de la guerre. En aucun cas, n'engager le P-38 Lightning américain dans un combat prolongé au-dessus de 6000 mètres. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre désespéré. Né du sang et de la terreur dans les cieux d'Europe, car en septembre 1943, les pilotes allemands avaient appris une vérité horrifiante. Le chasseur bimoteur qu'ils appelaient avec mépris Der Gabelschwanzteufel, le diable à queue fourchue, n'était pas juste un autre avion américain, c'était la mort elle-même, enveloppée dans des moteurs Allison et l'ingéniosité américaine. Et qu'est-ce qui a poussé le commandement de la Luftwaffe à émettre cet avertissement sans précédent? Quelle capacité possédait le P-38 Lightning qui a forcé l'armée de l'air la plus expérimentée au monde à dire à ses pilotes « Fuyez, ne vous battez pas, laissez-moi vous ramener là où cette terreur a commencé ». Avril 1942, Afrique du Nord, la Luftwaffe régnait sur ses cieux. Leurs Messerschmitt Bf 109 et Focke-Wulf 190 avaient dominé les chasseurs alliés pendant 3 ans. Les pilotes allemands volaient avec la confiance d'hommes, qui savaient qu'ils avaient le meilleur équipement, la meilleure formation, les meilleures tactiques au monde. Puis, le 18 avril 1942, à 14h32, heure locale, cette confiance s'est brisée. Le capitaine Hans-Joachim Marseille, l'étoile d'Afrique de la Luftwaffe avec 158 victoires confirmées, menait une mission d'interception standard au-dessus de la Tunisie. Son ailier, le lieutenant Rainer Podgen, a repéré la formation américaine en premier. 8 bombardiers B-17 avec ce qui ressemblait à des escortes P-40 standards. Une proie facile. Ils ont plongé pour attaquer. Mais ce n'étaient pas des P-40. À exactement 14h34, la voix frénétique de Podgen a crépité dans la radio. Zwei Motoren, Gabelschwan. 2 moteurs, 2 moteurs. Que fourchu! Marseille a cabré brusquement, essayant de gagner de l'altitude pour une autre passe. C'est alors qu'il a découvert ce qui allait devenir l'avantage le plus terrifiant du P-38, alors que son Bf 109 luttait pour grimper, perdant de la vitesse à chaque degré d'inclinaison. Les chasseurs américains continuaient simplement d'arriver. Plus vite, plus haut, plus près. Le P-38 Lightning ne faisait pas que monter. Il chassait, voyez-vous. Ce que les pilotes allemands ne comprenaient pas encore, c'est que les ingénieurs de Lockheed avaient résolu un problème qui tourmentait l'aviation depuis les frères Wright. Comment construire un avion qui soit rapide, maniable, et qui ait l'autonomie nécessaire pour escorter les bombardiers loin en territoire ennemi? La réponse résidait dans ces 2 moteurs Allison VB710, chacun produisant 1475 chevaux. Mais il ne s'agissait pas seulement de puissance brute, il s'agissait de ce que ces moteurs contrarotatifs pouvaient faire. Pas de couple de roulis, pas besoin de compenser avec le gouvernail lors des manœuvres à haute vitesse. Le P-38 pouvait virer, monter et piquer avec une précision qui faisait croire aux pilotes allemands qu'ils combattaient quelque chose venu du futur. Marseille a survécu à cette première rencontre, de justesse. Son rapport après action, maintenant déclassifié des archives de la Luftwaffe, décrivait son choc. Le chasseur bimoteur américain grimpe comme un ange nostalgique et vire comme une machine moitié moins grande. Nos tactiques standards sont inutiles. Recommandez une révision tactique immédiate. Mais voici ce qui rend ce moment encore plus important. Marseille n'était pas une recrue qui cherchait des excuses pour un mauvais engagement. C'était l'étoile d'Afrique. Un pilote si talentueux que même le renseignement allié suivait ses mouvements. Un homme qui avait abattu 158 avions ennemis
et il recommandait de se retirer face à un chasseur américain. Son rapport est resté sur un bureau à Berlin pendant 3 semaines avant que quiconque ne le prenne au sérieux. 3 semaines d'arrogance allemande qui ont coûté des vies parce que le commandement de la Luftwaffe n'a pas révisé ses tactiques. Pas encore. Parce que sûrement, pensait-il, c'était une anomalie. L'ingénierie allemande était supérieure. Les pilotes allemands étaient les meilleurs au monde. Un avion américain inhabituel ne pouvait pas changer cela. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre quelque chose sur les hommes qui construisaient ces P-38 en Californie. Parce que la terreur que les pilotes allemands ressentaient à 7500 mètres d'altitude a commencé sur les planchers des usines de Burbank à 3 heures du matin. Rosie la rivetteuse n'était pas qu'une affiche de propagande, elle était réelle. Elle s'appelait Rose Monroe et elle travaillait de nuit à l'usine de Willow Run. Mais à l'usine Lockheed de Burbank, une autre Rose entrait dans l'histoire. Rose Will construisait des empennages de P-38. Son mari, le lieutenant Thomas Will, pilotait des P-38 au-dessus de l'Afrique du Nord. Elle savait que chaque rivet qu'elle plaçait pouvait être celui qui le ramènerait à la maison. Ce genre de motivation n'apparaît pas dans les statistiques de production, mais elle apparaît dans la qualité, dans la durabilité, dans le fait que les P-38 continuaient de voler après avoir subi des dommages qui auraient dû les détruire. Le renseignement allemand n'a jamais pris cela en compte dans ses évaluations. Ils ont calculé les chiffres de production, les spécifications des moteurs, la charge d'armement. Mais ils ne pouvaient pas quantifier la détermination des travailleurs américains qui savaient que leurs proches pilotaient ces avions au combat. Cette détermination était sur le point de se manifester de manière à briser à jamais la confiance de la Luftwaffe. 27 juillet 1943, 8h15 du matin, au-dessus de Hambourg, Allemagne, le premier raid américain de jour en profondeur dans le Reich, le territoire national de la Luftwaffe. C'était censé être un massacre de bombardiers américains. Au lieu de cela, c'est devenu un cimetière pour les chasseurs allemands. L'Oberstleutnant Joseph Priller, commandant de la JG-26, l'une des escadres de chasse les plus élites de la Luftwaffe, a mené 32 FW-190 contre une formation de B-17. Mais cette fois, les bombardiers n'étaient pas seuls. Ils avaient une escorte qui n'aurait pas dû être possible, des P-38 Lightnings, 72 d'entre eux, à 8500 mètres. Au-dessus de Hambourg, c'était censé être impossible. Aucun chasseur américain n'avait l'autonomie nécessaire pour voler d'Angleterre à Hambourg et retour. Les calculs ne collaient pas. Toutes les estimations du renseignement de la Luftwaffe indiquaient que les chasseurs d'escorte devraient faire demi-tour quelque part au-dessus de la mer du Nord. Mais ils étaient là, en altitude. Avec du carburant pour se battre, Priller a écrit plus tard dans son journal. Découvert des décennies après la guerre, nous nous attendions à un tir au pigeon. Au lieu de cela, nous avons volé en enfer. Les diables à queue fourchue attendaient à 8500 mètres comme des aigles au-dessus d'un nid. Où que nous virions, ils étaient plus rapides, plus hauts, plus mortels. Perdu 11 pilotes en 12 minutes. Demandé un retrait immédiat à 8h27. 11 pilotes, 12 minutes. Laissez cela vous imprégner un instant. C'était la JG-26. Jagdgeschwader, 26. Les garçons d'Abbeville, l'unité qui avait terrorisé les chasseurs de la RAF au-dessus de la Manche, dirigés par des pilotes avec des centaines de victoires combinées. Et ils ont craqué, ils ont fui. Mais l'un de ces 11 n'est pas rentré du tout. Et ce qui lui est arrivé révèle quelque chose d'encore plus terrifiant à propos du P-38 que les simples chiffres de performance. L'un de ces 11 pilotes était l'Oberfeldwebel Klaus Mittusch, 23 ans. 72 victoires confirmées. Il s'est éjecté à 5800 mètres avec son FW-190
en flammes. Dans son compte-rendu au quartier général de la Luftwaffe, 2 jours plus tard, encore couvert de bandages suite à ses brûlures, il a dit quelque chose que le renseignement allemand a immédiatement tenté de classifier. Le P-38, ce n'est pas un chasseur, c'est une forteresse volante qui chasse. Nous n'avons rien qui puisse rivaliser avec lui au-dessus de 6000 mètres, rien. Et ils en ont des centaines. Cette dernière phrase a terrifié les analystes de la Luftwaffe encore plus que les rapports de combat, parce que Mietusch avait raison. La production américaine ne se contentait pas de dépasser la fabrication allemande. Elle l'écrasait. C'est alors que le commandement de la Luftwaffe a réalisé qu'il y avait une crise majeure, parce que le rayon d'action du P-38 n'était pas un coup de chance. C'était une ingénierie révolutionnaire. Et voici ce qui le rendait si révolutionnaire. Alors que les ingénieurs allemands se concentraient sur la fabrication de chasseurs plus rapides et plus maniables, les ingénieurs américains de Lockheed résolvaient un problème entièrement différent. Comment protéger les bombardiers volant en profondeur en territoire ennemi, quand aucun chasseur monomoteur n'a la portée nécessaire pour les escorter jusqu'au bout? La réponse était contre-intuitive. Rendre le chasseur plus grand. Lui donner 2 moteurs, mais d'une manière ou d'une autre, le faire se comporter comme un chasseur monomoteur, malgré le poids et la traînée supplémentaire. La solution de Lockheed était brillante et terrifiante. La conception à double fuselage n'était pas seulement esthétique, c'était un génie fonctionnel. En plaçant les moteurs dans des fuselages séparés, avec le cockpit et l'armement dans une nacelle centrale, ils ont créé un avion qui avait une redondance, une concentration de puissance de feu et une efficacité aérodynamique que les ingénieurs allemands ne pouvaient pas reproduire. Les tentatives allemandes de copier la conception du P-38 ont échoué de manière spectaculaire. Le Focke-Wulf, TAS-154, le Heinkel, E-219, même des conceptions expérimentales qui n'ont jamais quitté la planche à dessin. Aucun d'eux ne pouvait égaler ce que les ingénieurs américains avaient réalisé. Et au moment où ils ont compris pourquoi, il était trop tard. Un ingénieur allemand capturé, interrogé à Wright Field dans l'Ohio après la guerre, a expliqué le problème fondamental. Nous essayons de reproduire l'apparence, sans comprendre la philosophie. Vous, les Américains, vous avez conçu pour la production de masse dès le début, chaque composant standardisé, chaque processus d'assemblage optimisé pour la vitesse. Nous avons conçu pour la performance d'abord. Et avons essayé de comprendre la production plus tard. En 1944, cette différence nous tuait, et il avait raison, alors que les usines allemandes se débattaient avec des méthodes de production artisanales. Les chaînes de montage américaines produisaient des P-38 identiques à des rythmes sans précédent. Le contrôle de la qualité n'en a pas souffert. Il s'est amélioré, parce que la standardisation signifiait que chaque rivet, chaque boulon, chaque faisceau de câble allait au même endroit à chaque fois. Laissez-moi vous donner les chiffres qui empêchaient les généraux allemands de dormir la nuit. Un FW-190 standard avait un rayon d'action d'environ 740 km. Le Bf-109 peut-être 560 km. Mais le P-38 Lightning, avec sa conception bimoteur efficace et ses réservoirs largables, pouvait voler sur 2100 km. Cela signifiait que les chasseurs américains pouvaient désormais escorter les bombardiers partout en Europe. Nulle part n'était sûr. Mais la portée n'était que le début. Ce qui terrifiait vraiment les pilotes de la Luftwaffe, c'était ce qui se passait quand le P-38 les attrapait. Voyez-vous, le Lightning emportait tout son armement dans le nez. 4 mitrailleuses de calibre 50 et un canon de 20 mm, tous pointant droit devant. Pas de canon monté sur les ailes qui devaient être harmonisés. Pas de zone de convergence où il fallait espérer que les balles se rencontrent. Pointer le nez sur un avion ennemi et appuyer sur la gâchette.
tout allait exactement là où vous visiez. Les manuels d'entraînement des pilotes allemands de 1942 enseignaient aux pilotes à attaquer les chasseurs américains par le quart arrière, en utilisant la zone de convergence des canons montés sur les ailes de l'ennemi contre eux. Mais le P-38, il n'y avait pas de zone de convergence. Il y avait juste un cône de destruction absolue, s'étendant sur 900 mètres directement devant, et cela avant même de parler de la concentration de la puissance de feu. Quand un pilote de P-38 appuyait sur la gâchette, 3400 coups par minute de tir combiné jaillissaient de ce nez. Les pilotes allemands décrivaient cela comme voler dans un mur solide de plomb et d'acier, une rafale de 2 secondes. Et votre avion était déchiré. Et voici le détail qui a rendu cela encore pire pour les pilotes allemands. Le canon de 20 mm dans le nez du P-38 utilisait des obus explosifs incendiaires, pas seulement des obus perforants, pas seulement des munitions à balles, des obus qui explosaient à l'impact, le réservoir de carburant d'un Bf-109, même avec une technologie auto-obturante, ne pouvait pas supporter ce genre de punition. Le lieutenant Jack Ilfrey, un A du P-38 avec 6 victoires confirmées, a décrit les faits dans son journal de combat. Vous ne faites pas que les toucher, vous les désintégrez. Les obus de 20 mm transpercent la cellule et explosent à l'intérieur. J'ai vu des Focke-Wulf se désagréger en plein vol à cause d'une rafale de 2 secondes. Pas prendre feu, pas laisser de traînées de fumée, juste se fragmenter en morceaux. L'inter-officier Friedrich Lang, un pilote de la Luftwaffe qui a survécu à un abattage par un P-38 au-dessus de la France, a témoigné après la guerre. J'ai vu les traçantes arriver. J'ai mis mon Focke-Wulf dans le virage le plus serré que j'ai jamais tenté. Cela n'a rien changé. L'Américain a suivi sans effort. Le nez est resté pointé sur moi, comme la main de Dieu. J'ai senti des impacts sur toute l'aile gauche et le fuselage. Le moteur a lâché. J'ai dû sauter à 2800 mètres. Ce témoignage est crucial. Parce qu'il révèle un autre avantage du P-38 qui n'apparaît pas dans les fiches techniques. La conception unique du Lightning, avec les moteurs montés dans les fuselages et le pilote assis dans une nacelle centrale, offrait au pilote une visibilité dégagée. Pas de capot moteur bloquant la vue vers l'avant, pas d'arc d'hélice pour viser à travers. Les pilotes allemands disaient qu'ils avaient l'impression que le pilote du P-38 pouvait voir à travers les murs. En réalité, ils avaient juste une meilleure vue. Et en parlant d'avantages de conception, voici celui qui a causé le plus de cauchemars aux équipes de maintenance et aux officiers du renseignement de la Luftwaffe. Le P-38 était presque incassable. La redondance bimoteur signifiait qu'un P-38 pouvait perdre un moteur entier et quand même rentrer chez lui. Les pilotes atterrissaient régulièrement avec des Lightning, avec un moteur complètement détruit, le fuselage brisé. Les surfaces de contrôle endommagées. Des avions qui auraient dû être des pièges mortels parvenaient d'une manière ou d'une autre à revenir à la base. Un rapport classifié du renseignement de la Luftwaffe d'octobre 1943, déclassifié seulement en 1998, a calculé qu'il fallait en moyenne 647 obus de canon de 20 mm pour abattre un P-38 Lightning. Pour le contexte, il fallait environ 200 obus pour abattre un P-51 Mustang et seulement 120 pour abattre un Spitfire britannique. Le P-38 absorbait les dégâts comme un cuirassé volant. Le lieutenant Robin Olds, qui deviendra plus tard un as de chasse légendaire, a décrit le retour d'un P-38 après une mission au-dessus de la Roumanie en 1944. Son moteur gauche avait été complètement détruit par la flak. Le fuselage était maintenu par des câbles de commande et des prières. La moitié de son gouvernail avait disparu. Et il a quand même parcouru 550 km jusqu'à la base. A atterri en toute sécurité. Et est sorti indemne, son chef d'équipe a regardé l'épave et a dit quelque chose qui est devenu célèbre dans le 55e groupe de chasse. « Mon lieutenant, si c'était un Mustang, nous serions en train de planifier vos funérailles en ce moment. »
Mais comme c'est un Lightning, nous la ferons voler à nouveau dans 3 jours. C'est ce qu'ils ont fait. Même avion, nouveau moteur, de retour au combat. Ce chef mécanicien était le sergent technique Jacques Dubois, de Lyon, France. Il avait travaillé chez Renault avant de s'engager. Il connaissait la mécanique américaine, ou plutôt la logique américaine. Il savait que la conception modulaire du P-38 Lightning signifiait qu'on pouvait échanger des ensembles de moteurs entiers en quelques heures au lieu de quelques jours. Et il comprenait quelque chose que les mécaniciens allemands, travaillant avec des chasseurs de la Luftwaffe surconçus, ne pouvaient pas égaler. Les avions américains étaient conçus pour être réparés sur le terrain par des mécaniciens avec des outils basiques. Les avions allemands nécessitaient un équipement spécialisé et des techniciens formés en usine pour les réparations importantes. Les taux de disponibilité opérationnelle racontaient l'histoire. À la fin de 1944, les escadrons de chasse américains en Europe maintenaient un taux de disponibilité opérationnelle de 75 à 80%. La Luftwaffe avait du mal à maintenir 40% de ses chasseurs en état de vol. Les pilotes allemands connaissaient cette résilience. Ils savaient que même s'ils touchaient un P-38, même s'ils voyaient de la fumée et entendaient le pilote signaler des dommages, ce Lightning pouvait encore rentrer à la maison, pouvait encore voler au-dessus de Berlin le lendemain. Cela créait un fardeau psychologique qui s'aggravait à chaque mission. On ne pouvait pas les tuer. Et même quand on y parvenait, 10 autres apparaissaient le lendemain. Mais voici où l'histoire devient encore plus sombre pour la Luftwaffe, parce que l'industrie américaine était sur le point de démontrer quelque chose qui briserait le moral allemand plus que toute perte au combat. La production de masse à une vitesse impossible. Et je veux que vous compreniez ce que cela signifiait sur le plan humain. Parce que quand nous parlons de 9 P-38 sortant de la chaîne de montage chaque jour, nous ne parlons pas de machines. Nous parlons d'ouvriers américains, dont beaucoup de femmes, construisant l'espoir et la terreur simultanément. L'espoir pour les pilotes alliés qui savaient que des renforts arrivaient. La terreur pour les pilotes de l'Axe qui savaient que le ciel se remplirait de diables à queue fourchue, peu importe combien ils en abattaient. L'usine Lockheed de Burbank, en Californie, travaillant en 3 équipes, 7 jours sur 7, produisait des P-38 Lightning complets au rythme de 9 avions par jour à la mi-1943. 9 chasseurs complets, prêts au combat, chaque jour. À titre de comparaison, la production totale de Messerschmitt en Allemagne, dans toutes les usines, a culminé à environ 14 Bf-109 par jour. Et c'était pour leur chasseur principal, l'ensemble de l'industrie aéronautique allemande. Avec des usines capturées dans toute l'Europe occupée, ne pouvait pas égaler la production d'une seule usine américaine construisant un seul type d'avion. Les rapports du renseignement allemand de la fin de 1943 montrent une sorte de désespoir mathématique qui s'installe. Les analystes de la Luftwaffe ont calculé que même si les pilotes allemands obtenaient un ratio d'abattage favorable de 3,1 contre les P-38, les usines américaines remplaceraient les pertes plus vite que la Luftwaffe ne pourrait les abattre. Un rapport, tamponné avec des marquages de priorité de plus en plus désespérés, concluait: au taux de production actuel, les Américains auront la supériorité aérienne numérique sur le Reich en mars 1944, quels que soient les résultats des combats. C'est à ce moment-là que le commandement de la Luftwaffe a pris la décision qui a abouti à ce manuel du 14 septembre 1943 que j'ai mentionné au début. Ils ont ordonné à leurs pilotes d'éviter le P-38 autant que possible. Pensez à ce que cela signifiait. La Luftwaffe, la force aérienne qui avait conquis la Pologne en 18 jours, la France en 6 semaines, et avait presque mis la Grande-Bretagne à genoux, disait désormais officiellement à ses pilotes de fuir les chasseurs américains. Le manuel énumérait des protocoles d'engagement spécifiques. Si vous rencontrez des P-38 Lightning au-dessus de 20 000 pieds,
Utilisez les performances supérieures à basse altitude du FW190 pour vous désengager en piquant. Si la fuite est impossible, tentez de séparer un P-38 isolé de sa formation et engagez le combat uniquement en dessous de 15 000 pieds, où nos avions conservent un avantage. Cette dernière partie, c'était de l'optimisme frisant le fantasme. Parce que même s'il était techniquement vrai que les FW590 avaient de meilleures performances à basse altitude que les P-38, amener un pilote de Lightning à vous suivre était plus facile à dire qu'à faire. Les pilotes de P-38 connaissaient les points forts de leur avion. Ils restaient en hauteur, ils restaient rapides. Et ils ne pourchassaient absolument pas les chasseurs allemands dans des combats tournoyants à basse altitude où les avantages du Focke-Wulf pouvaient être employés. La discipline tactique américaine rencontrait le désespoir allemand. Le résultat était prévisible, mais ce que ces protocoles d'engagement ne mentionnaient pas, ce que le commandement de la Luftwaffe ne pouvait se résoudre à admettre officiellement, c'était la vraie raison pour laquelle les pilotes de P-38 restaient en hauteur. Ce n'était pas seulement un avantage tactique, c'était la confiance. Les pilotes de P-38 savaient qu'ils pilotaient des avions supérieurs. Ils savaient que les chasseurs allemands ne pouvaient pas les égaler en altitude. Alors, ils restaient là où ils avaient tous les avantages et forçaient l'ennemi soit à engager le combat selon les termes américains, soit à abandonner les bombardiers. C'étaient des échecs aériens joués avec des pièces américaines, et la Luftwaffe était à court de coups. Laissez-moi vous donner un exemple précis de la façon dont cela s'est déroulé. Et cet exemple ne provient pas d'un engagement obscur enfoui dans les archives. Il s'agit de l'une des batailles aériennes les plus importantes du théâtre européen. Une bataille qui a mis en évidence tout ce que le P-38 était conçu pour faire. 11 janvier 1944, 13h47, au-dessus d'Oschersleben. En Allemagne, une formation de bombardiers B-17 frappait des installations de production d'avions. Pour les protéger, il y avait 48 P-38 Lightning du 55e groupe de chasse. Le major Lyndall Graham dirigeait l'escorte. À 27 000 pieds, sa formation a repéré un groupe de Bf-109 se positionnant pour une attaque contre les bombardiers. Interception standard. Les Messerschmitt auraient dû soit engager le combat, soit utiliser leur excellent taux de montée pour s'échapper verticalement. Au lieu de cela, ils ont piqué droit vers le bas, à pleine puissance. L'ailier de Graham, le sous-lieutenant Richard Fournier de Marseille, France, observait à travers son viseur alors que les chasseurs allemands plongeaient vers le sol. Son appel radio a été enregistré par le renseignement de mission. « Chef, ils fuient à la verticale. Devons-nous les poursuivre ?» La réponse de Graham est devenue une doctrine. « Négatif, gardez l'altitude. Ils font notre travail à notre place. » Le rapport après action de Graham notait avec une surprise presque clinique: les avions ennemis ont refusé l'engagement et ont initié un piqué d'urgence dès le contact visuel avec notre vol. Observez 3 Bf-109 entrer en vrille incontrôlée lors de la tentative de fuite en piqué. N'avons pas poursuivi. 3 chasseurs allemands perdus sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ils ont littéralement piqué si fort en essayant d'échapper au P-38 que leurs pilotes ont perdu le contrôle et se sont écrasés au sol en vrille. Ce n'est pas du combat, c'est de la terreur. Le rapport de Graham est devenu une lecture obligatoire dans les écoles de chasse de la Luftwaffe en février 1944. Non pas parce qu'il montrait les tactiques américaines, mais parce qu'il montrait ce qui arrive quand les pilotes allemands paniquent à la vue des P-38, 3 pilotes expérimentés morts parce qu'ils avaient plus peur d'engager le Lightning que de s'écraser au sol à une vitesse terminale. Pensez à ce niveau de peur. C'étaient des pilotes de combat entraînés, des hommes qui avaient affronté des chasseurs soviétiques sur le front de l'Est, qui avaient survécu au Spitfire de la RAF au-dessus de l'Angleterre, qui avaient des centaines d'heures d'expérience au combat
et la simple vue des P-38 Lightning américains en altitude leur faisait si peur qu'ils se tuaient en essayant de s'échapper. Et cela se passait partout en Europe occupée. Les rapports de perte de la Luftwaffe de janvier à mars 1944 révèlent une tendance inquiétante. Un nombre croissant de chasseurs allemands répertoriés comme perdus à cause d'accidents et de causes non liées au combat. Mais quand on lit les rapports d'incidents détaillés, la vérité éclate, des pilotes effectuant des piquets irrécupérables en tentant de se désengager des P-38, des pilotes tombant en panne de carburant après de longues manœuvres d'évitement, des pilotes s'écrasant lors d'atterrissages d'urgence parce qu'ils avaient poussé des avions endommagés trop loin en essayant d'échapper aux chasseurs d'escorte américains. Le P-38 tuait des chasseurs allemands sans tirer un seul coup de feu. Juste en existant dans le même espace aérien, le pilote de la Luftwaffe Werner Schröer, un as avec 114 victoires, a écrit après la guerre, en 1944, repérer la silhouette à double queue à haute altitude signifiait une chose: trouver des nuages, trouver le plancher ou trouver un trou pour se cacher. Engager un P-38 au-dessus de 20 000 pieds était du suicide. Ils étaient plus rapides, ils montaient mieux, ils pouvaient vous distancer. Et si vous tentiez un combat tournoyant, ces canons de nez vous mettraient en pièces. Schröer a survécu à la guerre. Beaucoup de ses camarades As n'ont pas eu cette chance. Et la raison révèle quelque chose de profond sur ce que le P-38 représentait. Les tactiques de chasse allemandes de 1940 à 1942 reposaient sur des pilotes vétérans, avec des centaines d'heures d'expérience, engageant des chasseurs alliés dans de longs combats tournoyants. La Luftwaffe pouvait se permettre de former des as, pouvait se permettre de laisser des pilotes qualifiés accumuler des dizaines ou des centaines de victoires, parce qu'elle contrôlait l'infrastructure de formation et avait le temps de développer son expertise. Mais le P-38 a changé cette équation. Les pilotes américains n'avaient pas besoin d'être des as. Ils avaient juste besoin de suivre la doctrine, rester haut, rester rapide, utiliser les avantages de l'avion et protéger les bombardiers. Les performances du P-38 signifiaient que des pilotes américains moyens dans des avions supérieurs pouvaient vaincre des as allemands vétérans dans des positions inférieures. Ce n'est pas juste la supériorité aérienne, c'est une domination systématique. Quand votre avantage en équipement est si écrasant que les compétences du pilote importent moins que la position tactique, vous avez gagné la guerre, mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez. Il ne s'agissait pas seulement d'un avion meilleur qu'un autre, il s'agissait de la capacité industrielle américaine, de l'innovation technique et de la formation des pilotes, créant un avantage systémique auquel la Luftwaffe ne pouvait tout simplement pas faire face. Et cela allait plus loin que le simple fait d'avoir un meilleur équipement. Le P-38 représentait quelque chose qui terrifiait les puissances de l'Axe à un niveau fondamental. Il prouvait que la démocratie américaine, avec sa politique désordonnée, son capitalisme et ses libertés individuelles, pouvait surpasser en production, en ingénierie et en combat l'efficacité totalitaire. La propagande allemande avait passé des années à dire à son peuple que les travailleurs américains étaient mous, que les sociétés démocratiques ne pouvaient pas rivaliser avec l'organisation fasciste, que l'individualisme était une faiblesse. Alors, l'individualisme américain a conçu le P-38. Le capitalisme américain l'a construit plus rapidement que le travail forcé allemand. La démocratie américaine a formé des pilotes qui ont fait preuve d'initiative et de flexibilité tactique auxquelles la doctrine allemande rigide ne pouvait pas faire face. Chaque P-38 dans le ciel était une réfutation volante de tout ce que les nazis croyaient au sujet de la supériorité raciale et politique. La génération de votre grand-père a construit ces P-38 à Burbank, en équipe. Pendant que leurs frères et leurs maris les pilotaient au-dessus de l'Europe, ce n'étaient pas des soldats professionnels qui menaient une guerre, c'était l'Amérique profonde qui se mobilisait pour sauver le monde.
Et ils l'ont fait tout en maintenant la production civile, tout en maintenant la démocratie en vie, tout en permettant aux travailleurs de faire grève pour de meilleures conditions même en temps de guerre. L'Allemagne avait conquis la moitié de l'Europe et utilisait encore le travail d'esclaves dans les usines. L'Amérique construisait de meilleurs avions plus rapidement avec des travailleurs rémunérés qui avaient des week-ends de congé. C'est l'arsenal de la démocratie en action. Et ils l'ont fait avec des avions si avancés, si terrifiants pour l'ennemi. Une force aérienne entraînée, expérimentée et auparavant dominante a dû officiellement dire à ses pilotes « Ne les combattez pas ». Pensez à cela un instant. La Luftwaffe, la force aérienne qui a été pionnière dans les tactiques de combat aérien modernes, qui a créé le système des as de la chasse, qui avait des légendes comme Galant, Marseille et Rudel, réduite à publier des manuels officiels disant aux pilotes de fuir les chasseurs américains. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un effondrement psychologique. Et le P-38 Lightning, avec sa conception distinctive à double queue, est devenu l'incarnation physique de cet effondrement. Chaque fois qu'un pilote de la Luftwaffe voyait cette silhouette à queue fourchue approcher à 28 000 pieds, il savait qu'il était confronté à l'ingénierie américaine, à la production américaine et à la détermination américaine. Le diable à queue fourchue. Der Gabelschwanzteufel. Ce n'était pas de la propagande, c'était une reconnaissance, un surnom né du respect et de la peur. Maintenant, si vous venez de découvrir quelque chose sur la supériorité aérienne américaine que vous ne connaissiez pas auparavant, si cette histoire compte pour vous, permettez-moi de vous demander quelque chose. Ce ne sont pas des documents d'archives poussiéreux lus par des universitaires. Ce sont de vraies histoires sur la génération de votre famille, les hommes et les femmes qui ont construit ces avions à Détroit et à Burbank, qui les ont pilotés au-dessus de Hambourg et de Berlin, qui sont rentrés chez eux et n'ont jamais parlé de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils étaient trop humbles pour se vanter d'avoir sauvé le monde. Les documentaires d'entreprise ne vous parleront pas des manuels de la Luftwaffe ordonnant aux pilotes de fuir. Ils ne préserveront pas le témoignage des pilotes allemands décrivant la terreur de voir des P-38 en altitude. Cette histoire est enterrée sous des récits édulcorés et des fictions hollywoodiennes. Mais cela compte, parce que votre liberté, en ce moment, aujourd'hui, a été achetée dans le ciel au-dessus de l'Europe par des pilotes volant des avions si avancés que la réponse officielle de l'ennemi était « éviter à tout prix ». Les super thanks sont la façon dont vous dites à YouTube que cette histoire compte. C'est la façon dont vous dites « continuez à fouiller dans les fichiers déclassifiés, continuez à trouver ces histoires, continuez à honorer la grande génération avant que le dernier vétéran ne disparaisse et que ses souvenirs ne s'estompent en notes de bas de page. » Vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous préservez l'héritage de la génération qui a vaincu le fascisme avec l'acier américain, le courage américain et l'ingéniosité américaine. Et si vous avez une histoire de famille sur les P-38, sur des oncles ou des grands-pères qui les ont pilotés, construits, entretenus, déposez-la dans les commentaires. Parce que cette communauté a partagé des histoires incroyables, des histoires qui méritent d'être préservées. Étiez-vous Team P-38 Lightning ou Team P-51 Mustang? Quel chasseur américain pensez-vous qui a le plus effrayé les puissances de l'Axe? Faites-le moi savoir ci-dessous, parce que chacun de ces avions portait les espoirs des peuples libres. Chaque pilote qui montait dans ce cockpit savait qu'il pilotait quelque chose de spécial, quelque chose qui représentait le meilleur de l'ingénierie américaine. La Luftwaffe le savait pertinemment. C'est pourquoi elle l'a intégré dans ses manuels de combat. À tout prix, évitez le P-38 Lightning, la génération de votre grand-père. Faites en sorte qu'il paie ce prix quand même. N'oubliez jamais ce qu'ils ont fait pour nous. C'est un devoir de mémoire.